Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Damin, un invité passionnant. Donc, il est écrivain et conteur, un vrai artisan de l'imaginaire. Il écrit des histoires qui nous embarquent entre fantastique, horreur et aventure. Ce que j'aime chez lui, c'est sa façon de raconter, simple, directe, mais toujours intense. Dans cette interview, on va parler de son parcours, de ses débuts, de ses inspirations, de sa manière d'écrire. On va aussi plonger dans son univers, là où le réel filtre avec l'étrange, où les histoires posent de vraies questions sur la vie, la peur, la folie et notre rapport au monde. Donc, Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis très content d'être là et de dialoguer avec toi. On va regarder donc une de tes vidéos. 12 octobre 2017. Thomas, 15 ans, sort de chez lui pour acheter un paquet de cookies à la supérette de la station essence. Sa mère lui a donné un petit billet. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais cette fois, il ne reviendra jamais. La police émet des avis de recherche, mais rien. Une affaire classée de plus. Jusqu'à ce que je déménage en ville, précisément chez les parents de l'ado disparu. Les parents qui sont partis le cœur brisé ailleurs pour tenter de refaire leur vie. Bien entendu, l'agence s'est bien gardée de me parler de cette affaire, que j'ai découverte à mon insu. Trop tard. Chaque maison a ses secrets, et je n'avais pas pensé à demander. Je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux et Internet en général. Pour moi, c'est la porte ouverte sur toute la cruauté et la bêtise du monde. Mais c'est bien sur YouTube que j'ai vu les images de la caméra de surveillance qui a filmé le jeune Thomas. Voici les faits tels qu'ils se sont produits chronologiquement. Je vais tout vous raconter en détail. Moi, ce qui m'a attiré, c'est ta voix. Tu as une voix qui est rassurante, on a envie de t'écouter. Tu vois. Et il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et ce qui est intéressant, donc, en tant que conteur, on abordera le sujet avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Moi, je connais les conteurs de l'époque. C'est des personnes, tu sais, qui racontent des poèmes, des poésies avec des instruments à Oui, cordes. des Aèdes Ouais, dans la Grèce antique. c'est ça. Et tu as une voix. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi inné, où tu vas peut-être me dire, mais non, je l'ai appris au fur et à mesure. Comment t'es venue cette idée justement de pouvoir raconter des histoires où tout simplement, as pris des cours? Donc, je n'ai pas pris de cours, c'est en autodidacte. Au début, j'étais monotone. J'avais pas le niveau que j'ai peut-être maintenant. Je ne sais pas si j'avais ça en moi, j'avais juste une envie. J'avais envie de transmettre autrement. Et je crois que pour revenir à ce que tu disais avant, on peut être amoureux d'un style, d'une voix, et une voix peut apaiser. C'est l'une des fonctions de ces histoires qu'on écoute souvent avant de s'endormir ou pendant son trajet, pour passer le temps, certes, mais il y a une vraie mission d'apaisement. Donc on peut être bien surpris par l'intrigue, on a envie de savoir ce qui va advenir, comment ça va finir pour le personnage, mais je crois que la voix, effectivement, peut suffire. Vous avez beaucoup d'auteurs comme ça moi je suis tombé amoureux, par exemple, du style d'Hemingway, et puis il pouvait raconter n'importe quoi, il aurait pu disserter sur l'annuaire, je l'aurais suivi, parce que son style était comme ça captivant. Donc il y a une forme de magie, et c'est vrai que j'ai remarqué quand même que les voix graves, les voix posées ont tendance à faire cet effet, par rapport à des voix dissonantes, trop aiguës, un rythme aussi de voix trop rapide. Alors, je dois t'avouer, pour aussi répondre à ta question, que là où j'ai fait des erreurs, parce que j'en ai fait beaucoup, je comptais trop vite au début. J'étais sur YouTube, je pensais qu'il fallait aller vite. C'était dans l'air du temps, les gens n'ont pas le temps. Et au contraire, on m'a dit plusieurs fois: «Ralentis,
on n'arrive pas à suivre. C'est pas grave s'il y a des silences, au contraire. Et donc, j'ai intégré le silence comme faisant partie du conte. Les silences sont très importants. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez des musiciens. Miles Davis, par exemple, disait ça. L'intérêt, la puissance du silence. C'est ça. Et on va aborder après le sujet parce que c'est dommage parce que les compteurs, maintenant, ça va être remplacé par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, comme tu le dis, l'intelligence artificielle, le blanc, chez eux, ça n'existe pas. Tu vois, comme on dit, il y a l'art et la manière de pouvoir expliquer. Bon, après, tu me diras peut-être dans le futur, l'intelligence artificielle va pouvoir s'améliorer et faire beaucoup mieux. Mais c'est vrai que il n'y a pas cette sensibilité, tu vois. Ça manque de folie. Ça manque de folie, ça manque aussi de. Bon, pendant un script, quand tu récites un script comme moi je l'ai fait, tu peux te tromper de temps en temps. Et c'est le jeu aussi de pouvoir de se reprendre. Et au contraire, c'est ce qui fait ce qui fait la différence, tu vois. Bien sûr, moi j'ai fait plusieurs prises, donc plusieurs fois, chaque fois que je raconte une histoire, ça m'arrive de buter sur un mot et donc je répète la phrase plusieurs fois. Il n'y a pas une prise qui est la même. Et donc ensuite, je vais choisir une des 3, 4, 5 prises sur cette phrase en particulier et elle est unique. Et je pourrais presque pas la reproduire. Même si je m'efforce de la reproduire, ce sera jamais la même. L'intelligence artificielle, elle fonctionne sur des bases de données. Donc moi aussi, je pourrais cloner ma voix, elle apprendrait de ma façon de raconter et elle essaierait d'imiter. Elle essaierait peut-être de pondérer voilà, les silences. Peut-être qu'elle fera un silence un peu plus long la prochaine fois, la prochaine phrase, mais ce sera que du calcul. Je crois que ce qui fait la force d'un conteur, c'est quand il s'efface lui-même, qu'il n'est pas le conteur, mais qu'il est le conte. C'est pareil pour l'écrivain, le poème qui s'écrit lui-même presque. On s'efface, d'un coup, on fait complètement corps avec son art. Et c'est, je crois, ce qui fait la beauté j'allais dire, de ce sport, parce que c'est aussi un sport. Parfois, on est un peu flemmard, on a du mal à se mettre à l'établi, au travail. Mais quand on est comme ça, dans cet état second, de flow, on parle de flow souvent, c'est un vrai bonheur pour toi et les gens le ressentent. L'intelligence Ouais, artificielle est dans un flow calculé. c'est ça. Mais en termes d'écriture, l'inspiration que tu as, est-ce que chez toi, ça te fait la même chose? C'est-à-dire que une fois que tu l'as écrit, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que cette information que tu as eue pendant l'écriture d'un texte ou autre, est-ce que ça s'efface et tu passes à autre chose? Comment ça se passe? Oui, une fois que j'ai terminé une histoire, elle m'appartient plus, elle fait sa vie. Je ne sais pas l'impact qu'elle va avoir sur les gens. J'ai tendance à passer à l'histoire suivante. Et souvent, quand je réécoute cette histoire des mois ou des années après, je découvre de nouvelles choses. Je découvre des choses sur moi-même. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte. Il y a eu beaucoup d'inconscient, de vécu qui s'est immiscé dans mon histoire. Et je m'en rends compte que bien après. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est exactement ça parce que je t'ai posé cette question parce que moi aussi, quand j'avais écrit mon livre, et une fois que j'ai terminé l'information que je devais mettre sur le livre, c'est comme si je passais à autre chose. Donc, j'allais à l'étape suivante, tu vois. Oui, je crois on écrit un instant T avec un vécu, mais des années après, tu as changé. C'est Tu n'as ça, plus tout à fait les mêmes idées, ton corps a changé, tout à fait. même presque tes convictions. Moi, je relis mes premiers textes quand j'avais peut-être 22, 23 ans et ça me fait sourire. Je trouve qu'il y a du courage parfois, je trouve ça beau, je trouve ça idéaliste. Et puis je me dis, oula, tu souffrais vraiment d'une blessure ici, par exemple à l'endroit du père, des choses que tu as résorbées depuis, que tu as guéries, et tu ne dirais plus les choses de la même façon. Alors après, il y a des idées qui restent. C'est vrai qu'il y a parfois des convictions qui restent. Mais je suis quand même moins dans la conviction avec l'âge, de moins en moins. Bon. Et au début, tu avais parlé, quand tu écrivais un texte et que tu le reproduisais oralement, tu avais dit que tu t'y reprenais 5 fois, mais en moyenne, c'est combien de fois quand tu sens, ouais, bah, cette prise, c'est bon, je peux lancer. Tu t'y prends au bout de combien de temps?
avec l'exercice, Ouais, il y a des pans entiers de texte qui sont bons dès la première prise parce que tu butes pas sur les mots et puis parce que l'intonation est bonne. En particulier quand tu fais par exemple un personnage, une grand-mère, voilà, je parle comme ça. Bon, c'est ma façon à moi de faire la grand-mère. On m'a aussi parfois reproché de faire sortir l'auditeur de l'histoire parce que la façon que j'avais d'interpréter le personnage ne lui avait pas plu. Et c'est vrai que j'aurais pu travailler peut-être avec un autre conteur, une femme par exemple qui aurait fait d'un certain âge, qui aurait peut-être incarné mieux cette grand-mère en l'occurrence. Mais je crois que on le sent tout simplement et il ne faut pas trop être dur avec soi-même. La perfection, de toute façon, dans ce plan matériel, ça n'existe pas. ouais, Donc, si c'est pas monotone, si c'est pas complètement foiré, pourquoi pas? Moi, j'aime bien aussi que ça soit pas complètement poli. Ça m'est arrivé de faire des erreurs, de le voir au montage, des erreurs par exemple de prononciation, de liaison. Il m'est arrivé de faire beaucoup d'erreurs de liaison parce que, bah, en autodidacte, comme je l'ai dit, je suis pas un grand lettré à la base et même si j'ai fait quelques études, il y a encore des fautes de liaison que je traîne avec moi comme des casseroles, tu vois? Et c'est pas grave. Ça fait partie un peu de la signature, de la patte. c'est ça. Je te suis, je suis dans la même situation que toi, donc je te rassure pour Ah, ça. c'était le Il n'y a français, pas de c'est problème. la langue française, elle est dure. Elle est très compliquée, ouais. Alors, Elle est te belle aussi. souviens-tu de la toute première histoire que tu as inventée, même oralement? Oui, je crois que c'était un exercice qu'on a fait à l'école. On devait raconter donc une aventure. En l'occurrence, c'était dans la forêt. Il y avait des champs de mines dans la forêt. Et puis le personnage avec son groupe d'amis tombait sur un ours. Donc, ça, c'était ma première histoire. Partait un peu dans tous les sens. Mais ce qui m'avait marqué, c'était quand on avait rendu le devoir. Donc, j'avais eu un encouragement de la part du professeur. Donc là, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. Quelqu'un d'adulte vous donne l'autorisation, vous dit que c'est bien. Ça, c'est merveilleux. Et c'est aussi terrible quand, par exemple, un parent vous dit non, non, tu vaux rien. Ça peut complètement vous faire vous refermer sur vous-même et c'est difficile d'en sortir. Mais donc, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un camarade à moi, un bon ami, qui avait triché, qui avait été recopié. Donc, il n'y avait pas d'intelligence artificielle à l'époque, mais qui avait été recopié tel quel une histoire sur un site. C'était un scénario de jeu vidéo, je crois. Donc, l'histoire était incroyable par rapport à la mienne. Mais évidemment, la professeure n'avait pas été dupe et l'avait réprimandé, lui avait dit qu'il n'avait pas joué le jeu. Et donc, ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça dommage parce que j'avais pris moi tellement de plaisir à le faire. Je dis, mais t'es bête, en fait. Bon, alors peut-être que ça ne te parle pas, ça ne t'intéresse pas, mais j'aurais aimé que tu prennes autant de plaisir que le plaisir que j'ai eu moi à faire cette histoire. Donc ça m'avait marqué. Après, si je me rappelle d'une histoire, une des premières que j'ai postées sur YouTube, qui était un peu longue, donc c'était plus 5-6 minutes. Là, c'était vraiment 35 minutes. C'est déjà plus long. Maintenant, on me demande des histoires plus longues encore, d'une heure, d'une heure et demie. Et, et donc là, c'était l'histoire d'un gars qui veut prendre des vacances, qui travaille dans la vente d'assurance, qui fait un road trip et qui débarque dans une ville assez étrange où ils servent une bière qui a l'air plutôt d'une drogue. Et puis, en fait, il reste prisonnier de cette ville pendant 11 mois. Mais il a du mal à en sortir. Donc, il raconte ça à la première personne. Donc là, ça m'a marqué parce que j'ai vu la force en fait de l'écriture à la première personne. J'écrivais pas au présent de l'indicatif encore. J'écrivais vraiment les torts du récit classique, donc passé simple, imparfait. Mais raconter à la première personne et au présent, c'est comme si tu racontes à un ami, tu vois, lors d'un barbecue ou un dîner, une histoire qui t'est vraiment arrivée. Et là, l'identification de l'auditeur ou du lecteur peut être très, très forte. Tu t'effaces toi-même derrière le jeu et donc ça peut être, ça a été vraiment fondateur, je dirais, pour moi. Et après, ça a ses inconvénients, bien sûr, quand tu parles à la première personne, tu n'es plus du point de vue omniscient qui connaît tout sur tout. Donc, tu es vraiment recentré sur la psychologie du narrateur qui est en même temps souvent le protagoniste principal. Bon, ça, c'est un Yes. peu de la dramaturgie, mais bon, ça, c'est des choses aussi que c'est bien plus tard que j'ai commencé à lire des choses comme les travaux d'Yves Lavandier, par exemple, Construire un récit ou dramaturgie, qui est un formidable script docteur français et qui fait des très beaux livres sur l'art d'écrire de bonnes histoires, que ce soit pour le cinéma ou la littérature. Yes. Et
qu'est-ce que ce fameux soir sous la couette avec la lampe torche à la main a réveillé en toi? Ah oui, donc pour remettre en contexte, j'étais tout petit et en fait, je voulais terminer un Chair de poule. Je pense que peut-être parmi les gens qui nous écoutent, certains ont lu ces histoires d'horreur pour enfants, ados et je voulais pas me mettre au lit et donc contre l'interdiction de ma mère, j'étais là avec ma petite lampe torche sous la couette à finir ce Chair de poule et en fait, ce que ça réveille en moi, c'est la passion de suivre une histoire. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pas un grand lecteur non plus, mais là, je me suis découvert lecteur et je me suis dit: «Ouais, j'ai tellement de plaisir à suivre, ces histoires d'horreur». Je sais pas pourquoi l'horreur et le fantastique, ça m'a pris comme ça. D'accord. Tu as pu partager cette passion avec tes parents et quelle a été leur réaction? J'ai pas vraiment partagé cette passion, du moins avec ma mère, qui est très, terre à terre, qui est comptable et qui avait pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu un dialogue particulier avec elle. Et ça, c'est vraiment venu plus tard que j'ai commencé à partager ça plutôt avec mon père, qui lui a un profil plus artistique et qui était, très fier, très content pour moi, qui me disait: «Bah, tu sais, moi, je suis pas capable de faire ça, et toi, oui, donc vas-y, fonce». Et donc ça aussi, ça a été, Un moteur? c'est bien sûr, c'est très beau qu'un parent ou quelqu'un que vous estimez, là encore, vous donne l'autorisation, vous dise même que vous avez peut-être du talent. Et je crois que, bon, l'idéal, ça serait d'avoir, un minimum d'estime de soi et de se dire: «Je fais simplement ce dont j'ai envie». Voilà, j'ai un appel. Ça, c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, un des premiers livres aussi qui m'a marqué, c'est «L'appel de la forêt» de Jack London. J'aimais pas lire et mon beau-père, pas mon père, mon beau-père me force à lire. Il me dit: «Non, non, tu vas lire ce livre». Je me suis forcé, en fait, j'ai dévoré le livre. J'étais petit, hein, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 13 ans, j'en sais rien. Donc parfois, il faut se forcer aussi, c'est-à-dire que la lecture, c'est pas passif, on n'est pas devant la télé, on reçoit pas comme ça des images. On les reçoit, les images, elles nourrissent. C'est la lecture nourrit un imaginaire et on va à son rythme. C'est nous qui imposons le rythme. On peut lire une page, tout un chapitre. Je crois que la lecture a l'avantage de la télévision qu'elle est pas, aussi invasive et je trouve ça c'est vrai que bon, on dit peut-être qu'il y a une crise de la lecture, je sais pas, je suis pas sûr, j'ai pas l'impression je pense que les ventes de livres en librairie, ou en ligne, ça marche toujours aussi bien, voilà. Quand on a envie d'offrir quelque chose, par exemple à Noël, on pense très souvent à offrir un livre. Donc, après de là à ce que le livre soit lu, ça c'est une autre chose, mais je pense que le livre n'est pas mort et loin d'être mort. Le livre papier, entre autres et la lecture, est loin d'être morte, bien sûr. Ouais, Même si tout va très vite et qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de lire, ceux qui veulent lire trouvent toujours le temps de lire. Toujours. ouais, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que Jules Verne est un choix, instinctif ou tu as été influencé par d'autres romanciers et par ton entourage par rapport à ça? Alors Jules Verne, il y en avait dans la bibliothèque de ma mère. Loin de moi l'idée aussi de dire que ma mère était pas réceptive à tout ça, mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu spécialement un dialogue avec elle sur la littérature. Mais c'est vrai que ça a été une référence. Il y a une petite anecdote où je prends la première phrase d'un Jules Verne, donc de la bibliothèque et j'essaie de continuer le roman. Désastre absolu, ça n'a pas marché, je me suis arrêté, au bout de la deuxième phrase. Ça me fascinait parce que enfin, voilà, la science-fiction, c'est aussi un registre qui me passionne et que j'aborde sur la chaîne YouTube, même si c'est un registre secondaire, parce que c'est surtout le fantastique pour moi. C'est un mystère, je ne sais pas pourquoi ça m'a appelé. Je sais qu'il y a eu un livre, par contre, de Jules Verne, qui a été édité, je crois, post-mortem, qui s'appelle, Paris au XXe siècle et où il met en scène un artiste dans un monde high-tech scientifique et donc un personnage marginalisé qui n'arrive pas à faire sa place et ça m'a beaucoup marqué
en bien comme en mal. C'est-à-dire que j'ai développé une croyance quand même limitante sur le rôle de l'artiste, sa place et le fait qu'il soit très souvent marginalisé. J'en suis revenu, heureusement. Mais c'est un roman qui m'a marqué. Donc parfois, les romans vous marquent, mais pas toujours en bien. Ah, c'était mitigé dans le cas de ce roman-là. Bah, ça fait depuis le début, tu as parlé un peu de ta maman. Et est-ce que ça peut être aussi le cas des fois avec des proches, on n'a même pas besoin de parler, qui peuvent comprendre, c'est peut-être le cas de ta maman, tu avais peut-être certainement même pas besoin de parler avec elle, qu'elle avait déjà vu, que tu avais une attirance pour justement l'écriture et la lecture. Oui, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais, même s'ils ont des convictions eux-mêmes et des discours divergents. C'est sûr que mon père, il m'aurait incité à faire des études de lettres, ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai fait prépa HEC, option maths, et ensuite une école de commerce. Ma mère, voilà, plus terre à terre, m'a invité à peut-être envisager un métier financièrement plus stable, plus facile, d'une certaine manière. C'est très dur d'être entrepreneur. Enfin, c'est très dur. Là aussi, c'est peut-être une croyance limitante. C'est pas facile, c'est pas simple. Alors, être un artiste, il n'y a pas de marché particulier. Il faut, voilà, on propose son art, sa création, et on espère que quelqu'un y verra un intérêt et nous rétribuera d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas une annonce comme ça sur LinkedIn qui dit je cherche un artiste indépendant talentueux. Oui, bah oui, ça, ce serait trop facile. Hein. Ah bah, ce serait peut-être une civilisation incroyable. Ouais. Peut-être que c'est la prochaine étape dans notre évolution. On vit dans un monde high-tech, de science, euh, et heureusement qu'en France, on a peut-être une exception culturelle, on a beaucoup d'aides pour aider la culture. Vous savez, des gens qui peuvent être édités, bien sûr, qui peuvent vivre de leur art. Et heureusement que ça existe. Mais c'est sûr que personnellement, je fais de l'argent en tant que rédacteur web, parce que je crée des sites internet, etc. Je fais d'autres choses. Et donc, cette activité d'écrivain, conteur, même si j'ai pu la développer et qu'elle m'a apporté des deniers, une rétribution, heureusement, eh ben, ça reste secondaire. Ce n'est pas quelque chose d'assez stable à l'heure actuelle. Et je ne suis même pas sûr que j'ai envie de ça. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire de mon art un moyen de rétribution, une source de revenus. Parce qu'ensuite, tu Ouais. t'engages dans une dynamique qui est totalement différente. Là, si sur YouTube, je te donne un exemple concret, bah, forcément, les histoires d'horreur fantastiques marchent mieux. Donc, si je veux faire plus d'argent, il faut que j'en produise plus. Qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai envie d'écrire plutôt des contes philosophiques ou de la poésie? Est-ce que je Bah vais oui. céder du coup à la demande massive pour le fantastique? Ou est-ce que je m'écoute encore en tant qu'artiste et je fais ce que je veux? Parce que c'est ça, ce qui est beau dans la vie d'artiste, c'est que c'est une vie de liberté tout azimut. Ouais. C'est sans Après, c'est vrai concession. que c'est bien aussi de pouvoir aussi tester les différents thématiques, comme tu viens de l'expliquer. Et puis après, les gens, c'est vrai que, comme tu le dis, les gens, ils sont à la recherche ils adorent tout ce qui est fiction, les, tout ce qui est horreur et tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et autant plus que la chance que toi, tu as, et on peut pas c'est qu'il y a YouTube et tu peux toucher beaucoup de. Comme là, on est en train de faire actuellement, on touche beaucoup de personnes, tu vois. Et c'est ça qui est bien. À l'époque, il n'y avait pas ça, il fallait se déplacer de village en village pour aller raconter les conteurs, Ouais. raconter les histoires. Et là, on peut dire en une seule heure, les gens, ils ont juste à cliquer sur le lien et tu touches largement beaucoup plus de personnes. Ouais, absolument. C'est pour ça que la science et les technologies dont je parlais ont aussi euh, quelque chose de merveilleux. C'est vraiment l'usage qu'on en fait. Là, sur YouTube, vous pouvez aller consommer des choses qui vont vous ronger, qui vont vous faire du mal, mais vous pouvez aussi consommer des choses qui vont vous nourrir. Euh, le livre audio, c'est vrai que ça a explosé. Et donc, on trouve un peu de tout. Mais ça permet effectivement à des auteurs de se faire connaître autrement, via un podcast, via
Et donc, effectivement, les auteurs qui voudraient un livre audio, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un compteur professionnel, pourraient passer par l'IA. Je ne suis pas contre non plus, c'est-à-dire que ça peut donner un aperçu. Vous avez des gens, je le voyais en commentaire, qui sont très contents avec l'IA, qui ne cherchent pas plus, qui s'endorment en écoutant des livres audio IA et point barre. Et je ne leur en veux pas, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, on pourrait s'énerver, mais bon, il faut savoir avoir la maturité de son âge. Bah oui. On laisse couler. C'est clair, mais justement, tu sais, on en avait un petit peu tous les deux, avant on avait discuté. Qu'est-ce que toi, tu en penses de cette technologie de l'IA qui est en train de prendre la place justement des compteurs? Qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça? Sans aller, on a déjà dit que c'est bien de pouvoir étendre, mais c'est juste le fait de prendre cette partie, de raconter des histoires. Et je voudrais avoir ton point de vue par rapport à ça. L'IA, c'est-à-dire que de nos jours, tout le monde peut prendre son smartphone, se filmer, mettre quelque chose sur YouTube. Avec l'IA, ça prend une autre dimension. Tout le monde, si vous n'avez pas de talent particulier pour écrire, ou pas de talent particulier pour compter, ou pas de talent particulier pour créer une image, vous pouvez faire tout ça avec l'IA. Donc, la concurrence est bien plus grande maintenant. Ouais. Je ne suis pas sûr que YouTube veuille mettre ça en avant. Je crois qu'ils ont démonétisé d'ailleurs des chaînes tout IA. Je pense qu'il ne faut pas perdre le nord, c'est-à-dire quand vous êtes un artiste, vous ne devriez pas vous sentir menacé par ça. Les artistes ont tout, sinon, dans ce cas-là, toutes les révolutions technologiques auraient été une menace. Ce n'est pas la première. Hein. Je veux dire, quand vous étiez les peintres à l'époque, la photographie débarque, ils ont réinventé leur art. Ils ont fait moins de portraits réalistes, ils sont passés vers d'autres formes d'art, l'impressionnisme, le cubisme, etc. Donc ces challenges-là, ça permet de nous réinventer. Moi, ça permet de me recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que je vais proposer du coup? Et donc, peut-être faire une écriture encore plus authentique, encore plus personnelle. Peut-être me montrer face caméra comme je l'ai fait jusque-là. Je faisais ça depuis plusieurs années déjà, mais encore plus. Alors, on pourra me dire, oui, mais t'inquiète pas, il y aura un avatar qui bientôt pourra t'imiter parfaitement. Eh bien, pourquoi pas? Si ça aide les gens, au final, c'est toujours le même débat autour des robots, autour de l'IA. Avec modération, on va dire. Ça fait peur parce que d'un côté, ça améliore nos vies et de l'autre, on se dit il y a des dérives. Donc, on verra. On verra. Est-ce qu'on aura encore la capacité de détecter une IA d'un compteur en chair et en os d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Quand on voit l'évolution en quelques mois, on se dit, waouh, d'ici 5 ans, ça va faire bizarre. Ouais. Alors, est-ce qu'on aura nous-mêmes, humains, une capacité de détecter? Est-ce qu'on aura des puces bientôt dans nos cerveaux pour avoir le Wi-Fi tout le temps et puis on pourra détecter si c'est une IA ou un vrai humain? Voilà. Nous aussi, on va se potentialiser. C'est possible. Hein. C'est des choses qui vont arriver. Donc là, effectivement, c'est l'auteur de science-fiction qui parle, mais je suis sûr que quand on pourra nous proposer à bas prix, au lieu d'avoir le Wi-Fi sur ton portable, tu peux l'avoir avec toi tout le temps dans ton cerveau. Est-ce que tu vas dire oui? Est-ce que tu vas souscrire à ce service ou tu vas dire non? Je suis pas sûr. J'ai un peu de mal, moi. Je ne suis pas sûr que tout le monde dise non. Tu sais, dans les évolutions, il y a toujours ce qu'on appelle les early adopters, donc les gens qui sont comme ça enjoués, presque fanatiques, qui veulent essayer. Et moi, je suis assez curieux de nature. Alors, j'ai mes réserves, je t'avoue. Mais peut-être qu'il y aura des gens qui vont juste passer le pas. Et puis, une fois qu'ils auront vu que c'est pas mal, voilà. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je crois que l'IA a sa place maintenant. Hein. Elle a fait sa place et elle aura encore plus de place. Aujourd'hui, je peux trouver, par exemple, du travail grâce à l'IA. J'utilise ChatGPT, Perplexity ou d'autres outils en tant que rédacteur web. Et donc, là où il y a quelques années, j'écrivais juste avec la sueur de mon front à faire des recherches presque à la main, si j'ose dire, sur Internet, maintenant, je le fais de façon beaucoup plus rapide, fluide et même efficace grâce à l'IA. Donc, je ne vais pas non plus, moi, me plaindre. Encore une fois, c'est l'usage qu'on en fait. Dans le cadre, par exemple, de la rédaction web, j'essaye quand même d'utiliser mon cerveau. Ne serait-ce parce que c'est un vrai plaisir de travailler, si on veut le voir comme ça. Et donc, je ne vais pas tout déléguer à l'IA.
Mais aujourd'hui, en tant que conteur-écrivain, ça m'arrive de faire des recherches grâce à ChatGPT où je dis, est-ce que ça serait réaliste que ce personnage dans cette situation fasse ceci? Et donc, je me challenge moi-même grâce à l'IA. Et ça permet d'améliorer mes histoires et de les rendre plus réalistes. Donc, il y a aussi du bon. Ça me permet d'améliorer le SEO pour pouvoir positionner plus correctement mes histoires sur YouTube. Donc, voilà, mon point de vue sur l'IA est nuancé. Pas trop me D'accord. mouiller. Est-ce que tu penses reprendre les premières lignes d'un roman pour en imaginer la suite? Tu faisais déjà de la fanfiction sans le savoir. Oui, je pense pas que je referais ça, sauf peut-être pour un exercice créatif, oui. Je pense, oui, il y a un roman quand même qui m'a marqué, Des souris et des hommes de Steinbeck, parce que j'en ai pleuré, et parce que j'ai adoré ce format de roman court, donc ou nouvelle longue. Et donc, oui, peut-être parce que j'ai un rapport intime, on va dire, avec ce roman, oui, peut-être. Mais ça me viendrait pas. Du coup, je ferais comme l'IA, en fait. Je reprendrais D'accord. un existant et je travaillerais là-dessus. On est peut-être des IA, on le sait pas. Ouais. Des Et IA qui ont peur de leurs propres IA. ben, en fin de compte, c'est peut-être ça. On est une forme de IA. On est une intelligence et parfois nos Tout propos à fait. sont artificiels. C'est ça. Est-ce que le jeu, l'imitation, la voix, est-ce que ton père a eu une forme d'influence ou pas du tout? C'est une bonne question, je dirais que non, parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire ça en autodidacte, d'être le seul dans ma famille, enfin famille proche, hein. C'est pas les vies antérieures ou bon, si on part dans des délires, on pourrait toujours retrouver une racine. Mais oui, quelque part, parce qu'il a été acteur, donc je pense que c'est peut-être dans les gènes, tu vois, dans le sang. Mais bon, j'avais quand même un discours du côté de la mère qui allait à l'encontre de ça. Et donc pendant longtemps, être acteur, c'était pas du tout une option pour moi. D'accord. Et je pense que c'est l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que je vois bien ce que je fais sur YouTube, ce que je propose. On est dans de l'acting complet. Conteur, un conteur est un acteur, bien sûr. C'est une forme d'acting. Et justement, depuis que tu as créé ton contenu, est-ce que tu as pris conseil? Est-ce que ton père a regardé euh, ce que tu fais, ce que tu publies? Et est-ce que tu as pu avoir une vraie discussion avec lui de savoir, bah, ne serait-ce de savoir son ressenti par rapport à ce que tu fais? Bah, ça a été très superficiel, pas tellement. On a des rapports assez distants. Donc, moins avec l'âge, parce que moi, j'ai envie d'avoir le rapport le plus cordial et intime avec mon père. Mais voilà, parfois, en l'occurrence, non, pour répondre à ta question, pas tellement. Ok. Mais c'est vrai que c'est une question tout à fait légitime. J'avais la possibilité peut-être de recevoir d'un mentor direct et ça n'a pas été le cas. Le mentor, c'est toi-même. Tu as eu Ouais, des mentors, justement, à part ton professeur, la toute première fois? je dirais oui, il y a des mentors parce qu'on a toujours des références, même si on ne se l'avoue pas ou qu'on n'en est pas conscient. Stephen King, par exemple, je dirais, est un mentor. J'adore Stephen King. Alors, il a fait carrière, oui, on lui reprochera beaucoup de choses, d'être trop prolifique peut-être, de faire des Deus Ex Machina, des fins ratées, des romans à rallonge. Mais j'adore sa façon d'écrire, simple, proche du peuple, d'entrer quand même dans la psychologie des personnages. Donc, c'est pas non plus une littérature à rabais. Je pense que c'est une littérature qui happe. Effectivement, il y a du suspense, on est sur du registre fantastique, de l'horreur, mais je crois que Stephen King est un grand auteur. Mais bon, ça Et c'est ouais. le débat académique habituel. Est-ce que l'horreur, le fantastique est un registre de littérature mineure? Est-ce que faire des romans de gare, c'est mineur? Et Alors, tu parles justement de Stephen King, ton mentor. Et ben, qu'est-ce qu'il t'a appris que personne d'autre t'aurait transmis? la confiance en soi, écrire avec ses tripes, pas essayer de s'inventer, de pas essayer d'être quelqu'un, de pas vouloir plaire ou de se prouver qu'on sait écrire, juste écrire avec son vocabulaire, son vécu,
des histoires qui nous font vraiment envie, voilà, de ne pas être derrière un masque, tout simplement, même si on est derrière un masque, hein. Quand on est auteur, on fait passer des messages à travers les personnages qu'on n'aurait peut-être pas le courage de dire nous-mêmes en notre nom propre. Donc, euh, je connais plein d'anecdotes aussi de Stephen King qui sont inspirantes. Il a été sa maman, par exemple, lui a donné l'envie d'écrire, lui a donné l'autorisation d'écrire, lui a dit, une de ses premières nouvelles, c'est génial. Donc, il explique, c'est comme si tout d'un coup, j'avais un couloir immense avec des portes de partout et je pouvais ouvrir toutes les portes. Tout était possible. Tout d'un coup, j'avais une liberté complète. Autre anecdote, sa femme, donc, on voit bien le rôle des familles, hein, parfois, qui reprend un manuscrit qu'il a laissé de côté, Carrie, parce qu'il n'aimait pas le personnage particulièrement et s'il n'identifiait pas trop à cette jeune fille. Et sa femme lui dit, non, mais j'ai adoré l'histoire, il faut que tu la termines. Il termine l'histoire et en 73, c'est publié, et à plus de 2 millions d'exemplaires, c'est vendu, et ça lance toute sa carrière. Donc, il m'a aussi appris, voilà, toutes ces anecdotes m'apprennent aussi des choses, comme quoi une histoire, il faut aller au bout. Si tu as l'énergie, parce que tu ne sais pas, en fait, ce que tu vas écrire, tant que tu n'as pas mis le point final, tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment quel va être le thème, tu ne sais pas vraiment si ça va plaire, et tu ne sais même pas quel effet ça va avoir sur la vie des gens. Un roman peut changer. Bon, changer, c'est grandiloquent, c'est bien grand mot, mais peut bouleverser la vie de quelqu'un. De la même manière que Des souris et des hommes de Steinbeck, ça m'a bouleversé. Et ça me marque encore. Et j'ai encore le souvenir de comment j'ai pleuré comme un enfant. Je te jure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Alors, je ne fais pas de spoiler au-delà de ce spoiler en soi. C'est un très beau roman. C'est un roman très puissant. Et en plus, c'est un roman court. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui ont un peu la flemme ou qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ne prennent pas le temps, je recommande fortement ce roman. Et est-ce que toi, tu as remarqué justement, tu as abordé la femme de Stéphane qui avait mis son script de côté, qu'elle avait adoré. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé d'écrire et de dire, oh ouais, j'y crois pas trop, je le mets de côté et je vais faire autre chose. Et pareil, quelqu'un a pu regarder ton manuscrit et dire, mais il est bien ton manuscrit, parce qu'en fin de compte, je me rends compte, moi, que c'est dans cette problématique, quand toi tu penses que c'est pas bon, mais que quelqu'un d'autre d'extérieur te dit, mais non, c'est bien, et c'est là que ça marche. Tu vois? J'ai eu ça récemment, hein. Il y a une histoire qui s'appelle Hotel Personaje. Personaje, ça veut dire donc personnage en espagnol. C'est un gars qui est un auteur amateur qui veut finir son roman et donc il prend une semaine de vacances en Castille-La Manche. Il va donc louer un hôtel. Et donc, je n'aimais pas cette histoire parce que ce n'était pas une histoire habituelle pour moi. Il n'y avait pas vraiment des obstacles externes avec une menace. Et j'aimais pas. Et donc, je décide quand même par habitude, ce que je disais avant, de finir l'histoire. Et en plus de l'enregistrer et de la publier. Et donc, quand je l'ai relu et j'ai enregistré la voix, je trouvais ça déjà mieux. Et récemment, j'ai eu de très bons retours sur cette histoire. Parce que, en fait, j'avais l'habitude de faire des histoires à suspense très classiques où les obstacles, la menace vient de l'extérieur. Or là, c'était très centré sur les démons intérieurs, sur la psychologie du personnage. Donc, il y a une ambiance très étrange. Et ça ne fait pas pour autant de mauvaises histoires. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Je parlais donc de littérature blanche, académique, qui gagne des prix par rapport aux romans de gare populaires. Souvent, on a tendance à les séparer. C'est vrai que dans les romans de gare ou dans les romans faciles à suspense, l'obstacle est externe, tu vois. Ça peut être un monstre, une créature, un danger qui rôde comme ça. Et souvent, dans la littérature, la grande littérature, on se focalise plutôt sur les sentiments, les émotions, la psychologie. En fait, tout ça peut être très prenant, peu importe. Je crois que la magie d'un auteur ou d'un conteur, c'est de vous embarquer, quoi qu'il arrive. Et j'essaie de plus en plus dans mes histoires de ne pas faire de distinction, en fait. C'est-à-dire que le personnage va autant en chier, si je puis me permettre, parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Il est rongé par des démons, par une souffrance, par des blessures. Et à l'extérieur, ça ne va pas non plus. Donc, ça ne va pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Souvent, c'est un miroir d'ailleurs. L'extérieur est un miroir de ce qu'on vit à l'intérieur. Et je crois que là où la littérature fantastique est une grande littérature, c'est que souvent, derrière la simple intrigue, avec une histoire de survie,
des effets paranormaux, etc., il y a un message. Ça en dit long, en fait, sur nos propres peurs, sur notre psyché, sur comment on fonctionne en tant qu'humain. Et donc, c'est en fait souvent des littératures qui sont beaucoup plus profondes que ça. Voilà, pour répondre. Donc oui, oui, bien sûr, ça m'a récemment, avec cette histoire, Hotel Personaje, c'était vraiment flagrant. C'est-à-dire que j'ai pas aimé en fait l'histoire. Et pourtant, j'ai écrit ces 6000 ou 7000 mots en une seule session et très vite. Donc il y a une contradiction. C'est-à-dire que j'écris très vite quelque chose que je n'aime pas derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est quand même très étrange. C'est-à-dire, j'écris quelque chose que j'aime pas. En gros, j'ai écrit une merde très vite. Ça tombe bien que tu parles que tu écris très vite parce que euh, tu dis aussi que tu écris très vite, presque comme une dictée mentale. Est-ce que l'écriture est parfois plus physique que mentale chez toi? Oui, il y a un côté sport, oui. Parce que tu cours derrière ton imaginaire, ça vient tellement vite et là, tes mains font ce qu'elles peuvent pour suivre sur le clavier, tu vois. Donc, il y a un peu de ça. C'est sport aussi d'écrire un roman. Moi, j'écris des nouvelles longues ou des romans très courts. Stephen King, il fait sa gymnastique tous les jours. C'est, comme il explique dans ses mémoires, c'est 4 heures chaque jour, minimum. Et ça souvent le matin, je crois, si je me souviens bien. Et donc, oui, je crois que c'est du sport. Je parlais récemment à un ami qui me disait, qui est chanteur, et qui me disait, moi, je prends soin de ma voix maintenant. Avant, je buvais, je fumais, etc. Maintenant, il faut que je prenne soin de ma voix si je veux en faire mon métier. Donc, c'est un vrai sport, c'est un vrai entretien du corps. Et c'est pareil avec la voix du conteur. Si je fais un peu n'importe quoi, je vais avoir la voix qui déraille. Parfois, j'ai pas la force, tu vois, j'ai les cordes vocales qui sont fragiles. Donc, oui, il y a un côté sportif derrière. De toute manière, avec l'âge, je suis beaucoup moins préoccupé, pour ne pas dire pas du tout, par le thème que je vais aborder dans l'histoire ou les messages. J'essaye pas spécialement de faire passer des messages. Si, au détour d'un dialogue ou d'une intrigue, il y a des beaux messages, des phrases vraiment puissantes qui vont philosophiquement impacter l'auditeur ou le lecteur, très bien. Mais sinon, c'est pas grave. Hmm. Parce que, encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de l'effet que va avoir une histoire. Je peux pas savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que si moi-même, quand j'écris l'histoire, je ne sais pas ce que ça va donner, ah bah là, je me dis, a fortiori, le lecteur ou l'auditeur non plus. Si moi-même, en tant qu'auteur, je ne sais pas comment ça va se dégoupiller, cette affaire, eh ben, peut-être que ça veut dire que c'est la meilleure garantie pour que le suspense marche, si l'auteur lui-même ne sait pas comment ça va se terminer. C'est un peu l'idée Ouais, bah que oui. je me fais de l'écriture. Et ton système de format court, est-ce que c'est un choix stratégique, esthétique ou vital? C'est un choix esthétique parce que il y a des longueurs qui sont barbantes dans les romans, trop de romans. Des gens qui veulent se prouver qu'ils savent écrire, qui veulent à tout prix faire passer un message, donc ça donne des romans à thèse, qui oublient complètement l'intrigue, ça part dans tous les sens. Donc si la personne a un style incroyable, très bien, on le suivra, on va le suivre, quoi qu'il arrive. Mais c'est rare, comme disait Céline, c'est rare un style, monsieur. Ça court pas les rues. Pour moi, c'est un côté, c'est aussi pour respecter le lecteur et le temps, voilà, qu'il passe à lire, ou l'auditeur s'il écoute l'histoire. Faut que ça avance, quoi, une histoire. Faut que ça avance. Yes. Et à tes yeux, qu'est-ce qui distingue une bonne histoire d'une simple distraction? Bah, une simple distraction, une fois que c'est terminé, on oublie très vite, peut-être même Ouais. sur le roman. Donc on se rappelle pas du tout de l'histoire. Moi, ça m'arrive de voir des films, hollywoodiens, pour ne pas les qualifier. Je me rappelle pas du tout de les avoir vus et je les revois. C'est ça le pire. Parce qu'en fait, je me rappelle plus. Une histoire, quand elle marque, vous en rappelez. Vous vous rappelez des scènes, vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie à tel virage, tel chapitre. Ça vous a marqué au fer rouge, ça vous a apporté quelque chose, vous avez grandi, vous avez tiré une leçon de ça. Vous vous rappelez de la joie ou de la tristesse ou de la peur ou de toutes ces émotions que vous avez ressenties. C'est ça qui fait la différence. Et une bonne histoire, je crois que ça essaye d'allier un peu tout ça. C'est-à-dire, bien sûr, des messages, une intrigue, donc un personnage qui rencontre beaucoup d'obstacles, qui essaye d'atteindre son objectif, que ce soit survivre, découvrir un monde, etc.
une beauté de la langue aussi. Voilà, chacun a son style. Et puis peut-être documenter une époque. Il y a des livres qui sont passionnants juste pour ça, hein. Comme Zola, il documente une époque. Donc, des grands auteurs, souvent, ont un mélange alchimique habile entre toutes ces dimensions et font un roman, du coup, inoubliable, où on se dit: «Waouh, il y a tout dedans». C'est des bibles, c'est une sorte de bible, quoi. Ça rivalise avec la Bible, C'est tu ça. vois? Yes. Tu dis que le fantastique interroge notre rapport à la réalité. Qu'est-ce que ça révèle chez nous? Alors je dis ça parce que, surtout les nouvelles écrites à la première personne, on ne sait pas du coup si c'est qu'il y a vraiment un truc chelou, voire surnaturel qui est en train d'arriver, ou si c'est la perception du personnage, qui peut être le narrateur, qui est brouillée parce qu'il est fou ou qu'il est en train de devenir fou. On ne sait pas. C'est la grande différence avec la fantaisie. La fantaisie, donc le conte de fées, Harry Potter, Tolkien, on est tout de suite dans un monde de magie. Et donc, s'il y a un troll qui débarque avec un tutu, ouais, pas de souci, c'est normal. On est dans un monde de magie. Le fantastique, c'est pas ça. C'est une base absolument normale, banale, quotidien, le tien, le mien. Et là, il y a vraiment quelque chose de bizarre qui est en train d'arriver, mais subtil. Et puis ensuite, tu peux aller progressivement vers carrément quelque chose de surnaturel. Et donc, tu peux commencer une nouvelle de la manière la plus réaliste qui soit, on dirait presque du Maupassant, Boule de Suif, par exemple, mais tu as introduit un élément à un moment donné complètement loufoque, parce que la psyché du personnage n'est pas nette. Et ça révèle en nous forcément quelque chose, puisqu'on n'est tous pas nets. On a tous nos tares, on a tous une enfance, on a tous des souffrances, des blessures, on a traîné comme ça un bagage. Et donc, on peut très vite avoir de l'empathie pour le personnage qui vit l'étrange, qui va révéler, cet étrange-là va révéler les peurs du personnage. Il ne sait pas s'il est en train de devenir fou, ou si c'est vraiment en train d'arriver. Donc, moi, j'adore jouer à la frontière. On est complètement perdu. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est lui qui a halluciné? Est-ce que lui-même, même le personnage, est-ce qu'on est en train de mettre presque en doute la parole du narrateur? On dit, mais il est complètement fou. En fait, je ne le crois plus. Je ne crois plus cet Ouais. homme. Et donc, c'est formidable parce que ça veut dire que le fantastique a déjà un suspense en soi. À la base, écrite à la première personne, une nouvelle fantastique a un suspense en soi. On ne saura pas jusqu'à la fin, ou même une fois que c'est terminé, si ce mec ou cette femme a halluciné ou si c'est vraiment arrivé. Et donc ça, je trouve ça, c'est fantastique. Ouais. Eh ben, ça tombe bien parce que tu parles de la première personne. Et donc, pourquoi privilégies-tu la narration de la première personne? Est-ce un outil de tension, d'intimité ou de manipulation? Un peu de tout ça. Je dirais que c'est plus facile pour moi de faire passer la psychologie d'un personnage si je m'exprime à la première personne. Parce que du coup, je vais aller puiser directement dans mon vécu, ou c'est comme une forme de canalisation, c'est plus simple pour moi. Si je suis avec le narrateur omniscient, donc il faisait ceci parce que blablabla, c'est un peu plus difficile et puis maintenant c'est devenu une habitude. Voilà, il y a aussi la force de l'habitude, donc voilà, un peu de tout ça. Yes. Le doute permanent sur ce qui est réel ou non, est-ce une mécanique que tu t'appliques aussi dans ta vie? Oui, alors je fais attention à pas trop penser, parce que je pense que la pensée est pernicieuse. Parfois, on a des pensées qui sont même pas les nôtres, qui sont des réflexes conditionnés, hérités de nos aïeux ou de la société, qui a une forme de pression comme ça, une chape de plomb avec tu devrais faire ci à tel âge, tu devrais avoir rempli tel objectif. Bon. Mais donc, oui, c'est quelque chose que je m'interroge parfois sur la réalité. Qu'est-ce que c'est? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est simplement ce corps avec ses conditionnements ou est-ce qu'on n'est pas autre chose? Est-ce qu'en fait, ces jugements que je suis en train d'appliquer sur telle personne ou telle situation ne sont pas complètement vains? J'y crois même pas moi-même. Pourtant, je serais prêt à me mettre en colère pour défendre ce point de vue-là. Donc, oui, c'est quelque chose qui me fascine au-delà de la littérature. Et d'ailleurs, c'est un sujet philosophique, si ce n'est le plus grand sujet, c'est qui sommes-nous? Mmh. Qui Ben, sommes-nous, au fond? Qui est cette personne qui est en train de parler? Qui est cette personne qui nous écoute? Est-ce qu'on est bien sûr d'être ce qu'on prétend être? Je ne crois pas.
Ouais, Je pense que si on y réfléchit un petit peu plus attentivement, on va se rendre compte qu'on est bien au-delà de ce qu'on prétend être, de notre statut social, de notre prénom, de la couleur de nos cheveux. On est autre c'est chose. ça. Il y a une dimension qui dépasse les mots. Et c'est là que la littérature est en déroute. C'est là que se trouve la défaite de la littérature et même de la philosophie. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer par la pensée, et donc les mots. Je crois que ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir une certaine humilité aussi en tant qu'écrivain ou conteur. On ne sait pas, au fond. Et on ne sait pas même très bien ce qu'on fait. On essaie de s'améliorer, d'avoir du bagage, de la technique. Et bien sûr, on fait des choses qui plaisent de plus en plus. En tout cas, on essaye à un certain public, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Tout à fait. Le fantastique pour toi, est-il un miroir ou un masque? C'est un masque parce que tu peux avoir le courage d'exprimer des choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie à travers plusieurs personnages. D'un coup, c'est-à-dire que tu arrives à segmenter ton cerveau en plusieurs personnages. Donc, la part la plus sombre de toi va dans tel personnage. La part la plus lumineuse va peut-être aller dans l'autre. Voilà. Bon, après, ce n'est pas aussi manichéen. C'est-à-dire que dans un bon personnage, je crois que c'est quelqu'un qui nous ressemble, donc qui a toutes ses complexités, toutes ses facettes. Et tu m'as dit miroir? Oui, c'est un miroir aussi. Ouais. Oui, c'est un miroir. C'est-à-dire que je suis persuadé que même sans s'en rendre compte, un lecteur ou un auditeur, même un personnage qu'il déteste va lui faire un effet. Il va sûrement rejeter un personnage parce qu'il y a une part de lui qui rejette. On a des parts en nous qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas trop. C'est très rare de rencontrer des gens autour de nous qui s'aiment, qui ont une vraie estime d'eux, c'est-à-dire qui ont une vraie indulgence, qui sont vraiment gentils, tendres. Ça, c'est quelque chose que j'essaie, moi, de développer avec l'âge. Et donc, souvent, quand on est en colère contre un personnage qu'on n'aime pas, c'est qu'il y a vraiment un truc qui nous prend aux tripes. Il nous fait un écho comme ça, un effet miroir. Donc, faut pas. Je crois que c'est ça qui est aussi bien dans les antagonistes, le méchant de l'histoire, c'est que ça peut être un personnage très puissant. Il est essentiel à l'histoire. C'est lui qui va cristalliser tous les obstacles, il va, si je puis me permettre, qui va nous emmerder, qui va emmerder notre personnage, celui qu'on aime bien, et puis il va nous emmerder. Alors, si le personnage principal auquel on s'identifie le plus parce qu'il a une cause noble ou qu'il veut faire le bien est trop passif, on ne va pas l'aimer non plus parce qu'on n'aime pas trop les gens passifs dans les histoires. En tout cas, c'est mon ressenti. Moi, j'aime bien quand même quand il y a du courage. Ouais. Hein. Allez, il faut y aller là. C'est bon. Ouais, en général, ouais, on est comme ça. Pas être trop gentil. Puis C'est ça. Et ça peine à démarrer. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Allez, on y va. C'est ça. C'est vrai qu'on aime avoir un petit peu de l'action. Oui, on aime avoir du courage par catharsis. Parfois, on n'a pas le courage de changer notre vie. Moi, je comprends très bien qu'on soit dans notre routine, on a un emploi qui nous apporte une certaine stabilité financière, on a une famille à nourrir, on n'a pas forcément à avoir une vie romanesque. Je comprends très bien. Par contre, on peut se payer le plaisir d'aller dans un roman, et là, tout est permis, presque. Et quel bonheur de s'identifier à un personnage qui fait des choses incroyables dans des situations qu'on ne vivrait même pas nous-mêmes. Tu vois? Ouais. Donc, voilà la beauté du. Quand un lecteur rencontre un auteur à travers une histoire, c'est ça. C'est magnifique. Et quand tu as 100 personnes comme ça fait, même avec un feu d'artifice. Et des auteurs qui sont morts. Je veux dire, on lit encore du Dostoïevski. Bon, il n'est plus parmi nous, en tout cas. C'est peut-être réincarné, mais il ne l'a pas fait savoir. Ouais. C'est quelle beauté. C'est magnifique. On remercie un auteur qui est mort bien avant nous, qui vivait pas du tout qui vivait pas du tout à la même époque, pas les mêmes difficultés, et pourtant on a quelque chose en commun parce qu'il y a des choses, éternelles. Voilà, la peur, par exemple. La peur est une émotion fondamentale. Il en parlait beaucoup, Lovecraft. Il disait que c'était la peur fondamentale et qu'il jouait sur ça, que c'était celle qui préoccupait le plus cet auteur. Donc. Je pars, moi, du principe, par expérience aussi, que 99,99% des gens qu'on croise dans nos vies ont des peurs à différents degrés. Je suis désolé, il y a mon petit chien qui fait des siennes. Non, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la peur, et c'est aussi peut-être pour ça que je fais du fantastique, c'est que d'un coup, on a un quotidien banal, voilà, on a notre petite routine, hein, on en parlait, on est content.
À 9 h, on fait notre petit-déj, ou peut-être même avant, s'il faut aller au polygone industriel pour aller travailler. Oh, la journée a été dure, je rentre, je mets le pied sous la table. Bon, il faut peut-être que je fasse la vaisselle avant, ceci, cela. Bon, voilà, j'ai mes difficultés. D'un coup, il y a un truc bizarre qui vient de se passer, c'est-à-dire que là, c'est marrant parce que dans le jardin, il n'y a jamais de bruit, mais là, d'un coup, il y a un bruit électrique. Il n'y a pas d'installation électrique, enfin, pas outre mesure, pas que je. C'est bizarre, je n'arrive pas à identifier la provenance de ce bruit électrique. J'ai déraillé, j'ai une hallucination auditive ou il y a vraiment un truc dans le jardin. Et là, tu commences une histoire. Donc c'est ça le fantastique, c'est ce que j'adore, c'est introduire cet élément étrange dans la banalité la plus banale d'un quotidien. Ça, c'est vraiment, c'est une addiction pour moi. Et la folie dans tes histoires, est-ce que c'est une métaphore sociale, existentielle ou personnelle? C'est une très bonne question. Encore une fois, toutes ces dimensions-là à la fois. J'ai pu me demander à quelques reprises dans ma vie si j'étais fou. Surtout quand je m'interrogeais trop sur le sens de la vie. Vous pouvez vous perdre dans la pensée, vous pouvez très vite être hors de la folie. Vous pouvez même, ça c'est des expériences qui sont documentées ici et là, avoir une perte d'identité. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne vous reconnaissez plus vous-même dans le miroir, vous ne vous contentez plus, votre vie ne vous satisfait pas. Vous détestez, vous ne pouvez plus vivre avec vous-même. Et donc, c'est la crise complète. Même pas la crise de la quarantaine, hein, je parle d'une vraie crise mentale. C'est-à-dire, l'âme, c'est la nuit noire de l'âme. On ne se reconnaît plus. Donc, il faut se réinventer, il faut avoir de nouveaux piliers, il faut se recréer une identité. Et donc, je crois que ça arrivé concrètement à bien des gens. Et je crois que la société peut effectivement ne pas du tout te convenir à bien des égards et te pousser à expérimenter cette nuit noire de l'âme, bien sûr. Et donc, oui, voilà, il y a du personnel aussi, bien sûr. Hein. Je suis pas un auteur, sa vie avec son temps, ça a les mêmes besoins que tout à chacun, hein, sauf que bah, lui, il prend la plume pour partager. Hein. Mais un auteur, c'est aussi un lecteur derrière. C'est l'autre côté du miroir. C'est aussi un lecteur. Un auteur doit trouver son lectorat. Sinon, ben, il peut aussi écrire pour lui-même un journal intime ou peut-être des histoires qu'il garderait pour lui. Je crois que c'est Kafka qui voulait pas, qui voulait qu'on brûle toute son œuvre. T'imagines? Kafka. Donc pourquoi pas, mais je trouverais ça dommage et égoïste et autocentré de priver les gens de votre écriture. Voilà. Donc c'est un peu le message que je fais passer ici, c'est que si vous avez une envie artistique, faites-le et partagez. Même si ça vous demande un courage énorme et que vous n'êtes pas prêt ou prête à partager ça parce que forcément vous vous exposez. Donc vous allez recevoir des salves de critiques. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Tu as quitté une grande entreprise. Est-ce que c'est un choix de liberté pour toi? C'est un choix de liberté, mais bien des années après, je m'interroge. Je ne dis pas que j'en suis revenu, mais nous vivons avec un système économique, social qui évolue aussi, politique, imparfait forcément. Et ça a des avantages d'être dans une grande entreprise, il ne faut pas croire. Après, la sécurité est de toute manière toute relative, mais oui, moi, je sais qu'aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas démissionné de façon éhontée comme je l'ai fait 10 ans plus tôt, 10-15 ans plus tôt. Donc, voilà, avec l'âge, on arrive à une forme de maturité, on est plus dans l'acceptation, on est peut-être moins révolté, tout simplement. Mais à ce moment-là, j'ai senti un grand soulagement, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton art ou est-ce toujours un équilibre fragile? C'est plus un équilibre fragile. Il y a eu des mois qui ont été bons et où j'avais l'illusion comme ça, la fleur au fusil, des paillettes dans les yeux. Je me dis, ça y est, c'est bon. Ça y est, j'ai envie. Et okay. je pense que c'est possible, mais il faut charbonner. Il faut aussi savoir se promouvoir. Donc, c'est l'autre facette du job. Hein. Ce n'est pas que écrire et compter. Il faut aussi faire la promotion. Et donc, les réseaux sociaux peuvent te permettre de bien vivre, en particulier YouTube. Oui. Après, ça va dépendre de ce que tu écris. Hein. Si tu écris des histoires à l'eau de rose, peut-être que romantique, peut-être que ça de la romance ou du policier, ça va peut-être beaucoup mieux marcher que le fantastique. Encore que les histoires d'horreur, ça marche pas mal. Ou le fantastique. Mais donc, pas facile de répondre. En tout cas, dans mon cas, c'est fragile. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir fait
un autre métier en parallèle, ou même avant, enfin, en parallèle, dans le web, dans le marketing digital, oui, bien sûr. Et donc, ce qu'il y a de beau aussi, c'est de comprendre que si vous aimez l'écriture, il y a plein de métiers autour de l'écriture. La rédaction web, par exemple. Ça peut être aussi écrire pour les autres, des biographies, tout un tas de sujets, des newsletters, des articles de blog. Si vous aimez vraiment écrire, c'est votre moteur. Vous pouvez y trouver votre compte et donc être épanoui aussi dans ce métier-là. Et en plus, vous pouvez être bien rémunéré et ça peut être très stable. Yes. Ton compte Amazon a été fermé sans raison. Oui, ouais. Quelle leçon as-tu tiré de ça? Donc, pour la mise en contexte, ça faisait 7 ans que j'étais sur la plateforme. J'ai publié plusieurs romans en e-book et en format papier. Donc, c'était des compilations de toutes mes nouvelles à chaque fois. Et donc, au bout de 7 ans, pour une raison que je n'ai toujours pas saisie, on me dit que mon compte est fermé, qu'il ne respecte pas les règles de la politique de la maison. Et donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Je n'ai pas eu de réponse claire. Ça a coïncidé comme par hasard avec l'avènement de l'IA. Et donc, je pense qu'il y avait trop de comptes qui étaient générés avec de l'IA. Et c'est vrai que les couvertures de mes livres, j'avais commencé à les faire avec l'IA. Donc, pour moi, c'est la seule explication. J'ai trouvé ça très drastique, surtout après 7 ans de convivencia, j'allais dire en espagnol, pardon, de vie commune. Et donc, la leçon que j'en tire, c'est que, bah oui, une plateforme a tout pouvoir. Voilà, vous déposez votre œuvre sur une plateforme et si du jour au lendemain, votre compte peut être fermé. Par exemple, sur YouTube aussi. Alors, sur YouTube, je suis en bon terme, ça fait plus de 10 ans et donc, j'ai jamais eu de problème, vraiment aucun. Si ce n'est peut-être quelques histoires où on me dit attention, là, il y a des sujets un peu tabous, pas sûr que ça puisse être monétisé. Bon, tu fais appel, finalement, ça peut marcher, parfois pas. Donc, mais ça va. Mais effectivement, ça pourrait arriver sur YouTube. Demain, voilà, YouTube décide de fermer mon compte. C'est terminé pour moi. C'est-à-dire que j'ai tous mes revenus, toute ma visibilité s'efface. Et donc, mes histoires, mes livres audio, où sont-ils? Il faut faire, si possible, un backup. Donc, et le mieux, voilà, c'est quand même d'avoir son site internet ou d'être un minimum indépendant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Amazon, ça ne m'avait pas beaucoup rapporté d'argent non plus, on ne va pas se mentir. Et par contre, c'est vrai que c'était beaucoup de temps à corriger les fautes d'orthographe, la grammaire, à faire un travail d'éditeur. C'est un vrai métier. Et ensuite, poster ça. Donc oui, c'est un peu frustrant. Mais bon, voilà, il faut accepter. Ce sont des choses qui arrivent. Et je pense qu'il y a eu énormément de comptes fermés à peu près à la même époque sur Amazon. Voilà, c'est comme ça. Après, je suis loin de moi l'idée de dire que Amazon, c'est pas bien non plus. C'est-à-dire que c'est quand même très pratique pour publier un livre, avoir une visibilité, ça va vite, c'est accessible à tout le monde. Donc, ça a aussi ses avantages, ouais. Bon, dans mon cas, c'est raté, c'est fini. Ça a duré 7 ans. Voilà. Et quelle est, selon toi, la plus grande illusion à propos de la vie d'un écrivain? C'est une grande question, ça. Je pense qu'on imagine l'écrivain complètement barré, peut-être, qui est mystérieux, qui écrit. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer un écrivain à succès qui fait un best-seller, qui a envie, qui écrit où il veut, au bord de la plage, puis qui noie son hyper-émotivité dans l'alcool. On peut imaginer beaucoup de choses et je crois que tout ça est faux. C'est-à-dire qu'il y a autant d'auteurs que d'individus. Chacun sa caractéristique particulière, sa patte, sa signature. Je crois aussi que tout le monde peut être écrivain, c'est-à-dire que chacun a quelque chose à dire, donc potentiellement à écrire. Et donc, il ne faut pas hésiter si vous avez envie. Alors après, vous verrez si votre forme d'art, c'est plutôt la poésie, si c'est plutôt l'essai politique, si c'est plutôt le journal intime, si c'est plutôt un roman, si c'est plutôt une nouvelle, si c'est plutôt tel registre littéraire, fantastique, ou plutôt de la littérature réaliste. Mais donc, non, je crois qu'il faut un peu… Alors, c'est bien, ça se démocratise. Aujourd'hui, voilà, avec le tout IA, YouTube, les réseaux sociaux, tout le monde est capable de s'exprimer très rapidement, très facilement. Et je crois que ça a aussi du bon. Voilà, c'était bien pour moi. Yes. Et une dernière question, parce que ça fait 1 heure. Moi, je voudrais encore continuer, que ça dure encore plus longtemps. Tu devais ne laisser qu'une seule histoire derrière toi. Laquelle serait-ce et pourquoi? Oh, je n'en laisserai aucune, je brûle tout comme Kafka. je demande à YouTube d'éliminer tout le travail depuis 10 ans. Comme ça.
en appuyant sur un Yes. bouton. Non, c'est difficile. Oh, si, allez, on va peut-être se mouiller. Le Parking 118. Parking 118, c'est une histoire de SF, donc c'est même pas du fantastique. Donc ça, c'est pareil, on pourrait faire réfléchir sur ce que c'est de la SF par rapport au fantastique. Bref. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était leur histoire préférée et que c'est vrai que c'est une des premières histoires où je l'ai fait en plusieurs volets, plusieurs vidéos. Donc, c'était une nouvelle comme ça qui était un peu à rallonge. Je crois que ça fait entre 20 et 25 000 mots. Et parce que voilà, écrite à la première personne, parce que il y a du voyage dans le temps, parce qu'il y a la banalité d'un quotidien aussi, parce que j'y ai mis aussi du vécu, des souvenirs d'enfance, le parking et l'appartement de ma grand-mère, voilà, des choses comme ça, très, très intimes, et parce que, ouais, je ne saurais pas laquelle mettre en avant. Je crois que ça, en fait, c'est peut-être une question qui m'appartient pas au final. Ouais. Mais je suis pas sûr que, tu sais, quand je voulais écrire au début, j'avais quand même un peu d'ego, pas mal d'ego. C'est-à-dire que j'avais 22, 23 ans, j'avais rien écrit. Je voulais être édité chez Gallimard ou un très grand éditeur, en vivre et puis gagner un prix bon Goncourt. Et puis, voilà, alors qu'à la dictée, je n'étais pas irréprochable parce que je faisais encore plein de fautes ici et là. Et puis, j'avais surtout rien écrit. Et donc, j'avais commencé un roman comme ça et ça n'avançait pas. Le protagoniste était dans un bar et puis il ressassait son mélodrame. Donc, je voulais faire une espèce de chef-d'œuvre comme ça avant le. C'était quelque chose de très grandiloquent, très égotique. Et aujourd'hui, en fait, j'ai découvert un truc plus important, c'est le plaisir que j'ai pris à faire des histoires beaucoup plus terre à terre, sans pression, sans chercher à avoir des prix ou quoi que ce soit, sans même être édité ou chercher à l'être. Et c'est pas grave, en fait, si ces histoires-là ne passent pas l'épreuve du temps. C'est-à-dire que si 5, 10 ans après ma mort, si on n'en parle plus du tout, c'est pas grave du tout. Donc, j'en suis vraiment revenu de cette obsession comme ça de vouloir. Mais je pense que c'est peut-être aussi un moteur, c'est-à-dire qu'un Céline, un Proust ou un Dostoïevski, peut-être qu'ils avaient envie de montrer leur grandeur. Peut-être qu'il y a une exagération comme ça. Tu sais, tu bombes le torse. Peut-être que c'est un moteur. C'est une vraie question. Peut-être que dans la littérature blanche, en fait, la littérature blanche n'est pas si blanche et si pure qu'elle le prétend. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ego derrière. C'est une question que je me pose encore et. En tout cas, voilà, moi, je veux juste que les gens passent un bon moment, les aider à s'endormir le soir ou qu'ils passent un bon moment dans les transports et simplement, voilà, prendre du plaisir, moi, à écrire, à raconter, c'est tout. En bas. Yes. En tout cas, moi, j'ai eu un réel plaisir d'avoir échangé avec toi, raconter des histoires, expliquer un petit peu ton parcours. Et on le sent, la passion aussi de l'écriture. Et je suis super content, en fin de compte, qu'on ait pu faire cet enregistrement. Parce que tu es quelqu'un de. Franchement, moi, je le dis, hein, je t'ai découvert. Et moi, en général, il me faut. Allez, en moins de 5 minutes, je sais si c'est bien ou pas. Moi, rien que déjà, je le répète, comme je l'avais dit au début, moi, ce qui m'a attiré, c'est ta voix. Tu as une voix. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Ouais, oui, tu fais confiance à ton intuition, qui est souvent la bonne. Et voilà, ouais. En tout cas, je te remercie ça. vraiment pour ces gentils mots. Ça me va droit au cœur. Et c'est ça le plus important, voilà, c'est d'aider les gens, en fait. Ça a été vraiment, je crois, en tout cas au niveau subconscient, un moteur pour moi. J'ai vraiment envie d'aider. Et d'ailleurs, là, je fais du fantastique. Mais je me rends compte qu'en fait, je pourrais faire des contes philosophiques ou carrément des histoires du good feeling, tu sais, du feel good, des feel good romans. C'est pas forcément gnangnan, c'est pas toujours Teletubbies. Dans le feel good, il peut y avoir de la profondeur. Mais c'est des choses qui m'intéressent avec l'âge. Yes. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Et ça, toutes les personnes qui nous écoutent, allez voir ce qu'il fait, allez sur sa chaîne YouTube. Et de toute façon, je mettrai en descriptif, en dessous de la vidéo, tous les liens. Allez regarder, allez écouter ce qu'il fait. Vous allez adorer. Moi, je trouve que c'est fantastique. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres personnalités fort intéressantes. Merci à toi, Raphaël. Oui, merci à toi.